6h, 9h le samedi, le talk. Les géants de l'Internet sont-ils en train de détruire nos démocraties ? Je soutiens Arnaud Rosa. Dans une vie moderne où nous ne croyons plus tant aux arrière-mondes, nous trouvons dans la multiplication des expériences une sorte d'équivalent fonctionnel de ce qu'était l'attente de l'éternité et de la vie bonne. Des voix s'élèvent contre ces fameux GAFAM, comme on les appelle, et qui forment l'acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Cette maîtrise des données, si elle n'est pas contrôlée par un pouvoir politique démocratique, peut en effet être une menace pour la démocratie de mille et une façons. Toujours poussé vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle, emporté sans retour. Cette accélération, elle est d'abord le produit d'une logique culturelle. Le fait que nous soyons partie prenante de ce processus. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour ? Les tenants du numérique en sont persuadés, les technologies du 21e siècle vont nous libérer et trouver des solutions à tous nos problèmes. Sauf que, entre la destruction d'emplois, la gestion des données personnelles, la surveillance de masse, l'économie de l'attention, la dépendance aux écrans, le numérique fait face à de nombreuses critiques. Notre société est en train de basculer, mais vers quel versant ? Le versant pessimiste d'une vie où l'humain est à la merci des machines, ou le versant optimiste, là où l'innovation est bienveillante et garante de plus de liberté pour la population. Et s'il fallait encore plus d'humanisme dans le numérique, davantage de philosophie pour mieux négocier ce virage d'une nouvelle modernité. On en parle ce matin avec notre chroniqueuse Catherine Erard. Bonjour Antoine. Et notre invitée Martine Libertino. Bonjour. Bonjour. Martine Libertino, vous êtes écrivain, médiatrice pour la paix. C'est vous qui avez fondé l'école d'éveil philosophique. Vous venez de signer Qu'avons-nous fait de mai 68 aux éditions Duchamp. Alors, malgré le titre, c'est pas vraiment un livre d'analyse sur mai 68, non. C'est plutôt un livre sur la liberté. D'ailleurs, le sous-titre, c'est Essai optimiste sur la liberté. Selon vous, le numérique, il nous rend plus ou moins libres ? Alors, selon moi, le numérique, en fait, n'a aucune responsabilité, dans ce sens que nous sommes des êtres humains, libres et consentants, et que, justement, c'est pour ça que ce livre est important pour moi, puisque je parle de liberté. Je parle donc de libre arbitre lorsque je parle de liberté. Ce qui veut dire que quoi que nous fassions et quoi que nous créons, si nous le faisons avec une certaine responsabilité, nous pouvons faire de belles choses dans notre société. Et tout à l'heure, en fait, pour répondre à ce que vous disiez, pour moi, je pense que nous devons avoir une vision réaliste de notre vie et de notre société. Donc ni optimiste ni pessimiste. Ni optimiste ni pessimiste. Et si nous avons une vision réaliste, automatiquement, nous deviendrons optimistes. Et c'est ça qui pourra nous emmener vers plus de liberté. Exactement, mais on peut dire aussi le contraire, dans ce sens que c'est notre libre arbitre, notre liberté accompagnée de notre responsabilité qui nous permettra de parvenir à l'optimisme et qui nous permettra de parvenir à la réalisation de nos besoins. Mais pourquoi est-ce qu'on entend aussi peu ce point de vue-là, juste neutre, en disant voilà, c'est nous qui sommes au centre de cette problématique, et qu'on a tendance à entendre soit vous êtes d'accord avec ça, soit en ce moment on entend les optimistes qui disent le numérique va nous changer, et ou alors les gens qui disent le numérique va nous détruire. Pourquoi est-ce qu'on a si peu de peine à entendre, à faire passer ce discours réaliste ? Parce que tout simplement, l'être humain étant ce qu'il est depuis toujours, il a toujours fonctionné comme cela. C'est qu'on passe toujours d'un extrême à l'autre. Donc on essaie quelque chose. Et lorsque ça marche pas, puisque nous ne voulons pas avoir notre responsabilité, nous mettons toujours la responsabilité sur la société, sur des événements extérieurs. Et dans ce cas-là, on va rejeter ce qu'on avait monté au pinacle et on va prendre l'extrême opposé en se disant là enfin on va réussir. Et c'est l'erreur justement de l'être humain, c'est que il réagit toujours émotionnellement face aux situations, ce qui lui empêche de prendre du recul, ce qui lui empêche d'expérimenter aussi les situations pour voir ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon. Et notre rôle, c'est de se rendre compte que nous devons prendre ce qu'on peut appeler la voie du milieu, en somme, tirer de nos expériences quelque chose de positif, parce que toutes les expériences que nous faisons ne sont jamais négatives complètement. Il y a toujours quelque chose de beau à en retirer, à garder, et ensuite pouvoir justement améliorer ce que nous avons.
Alors que depuis toujours, on rejette, on s'enthousiasme, on rejette de nouveau, on s'enthousiasme. Et nous faisons ça en politique, nous faisons ça dans tous les domaines de la société. Martine Libertino, vous êtes avec nous jusqu'à 9h sur La Première pour parler de tout ça. Catherine Erard, si on se projette dans l'avenir, à partir des progrès du numérique, on remarque que finalement on se construit un mythe technologique. Oui, c'est un petit peu comme notre invité vient de le dire. Les humains, on est comme ça. On a des expériences, on a quelques informations, on a des peurs, des enthousiasmes, et on se construit une histoire. Et si beaucoup de monde se met à construire la même histoire, la partage, et que beaucoup y adhèrent, on a un récit commun, un mythe. On a construit les pyramides parce que tout le monde croyait que le pharaon était un dieu. Aujourd'hui, on est un peu troublé car on est face à deux récits qui tous deux, évidemment, nous promettent le bonheur. D'un côté, le récit technologique, les révolutions qui s'annoncent vont nous permettre de vivre plus longtemps, en meilleure santé, on va faire remarcher les paraplégiques, etc. Et si de nombreux emplois vont disparaître, de nouveaux plus passionnants qu'on n'imagine pas encore vont apparaître, on aura plus de temps pour s'occuper de ses proches, et donc au final, on sera tous plus heureux. L'autre récit est lui écologique, c'est qu'il nous faut retrouver le contact avec la nature, arrêter la croissance effrénée, on va tous méditer, moins consommer et on sera tous également plus heureux. Et il y a là aussi le versant négatif du mythe en fait. Oui, parce que dans tout mythe, il y a attention, une mise en garde. Si vous ne suivez pas, si vous ne croyez pas que le pharaon est Dieu, et si vous refusez de trimer pour construire sa foutue pyramide, attention, les sauterelles, le déluge, les maladies vont arriver, vous allez tous crever. Eh ben, c'est pareil pour nos récits actuels. Dans le récit technologique, si vous suivez pas, vous allez être à la traîne, vous serez tous au chômage, et vous pourrez pas sauver la planète grâce aux magnifiques inventions à venir qui vont nous permettre de limiter le réchauffement. Et pour ça, il faut des finances, il faut de la croissance. Pour les adeptes de la décroissance, à l'inverse, si vous faites rien, la Terre est unique, ses ressources limitées, et donc c'est les générations futures qui, elles, vont crever. Tout est incertain aujourd'hui, sauf une chose, selon le récit auquel nous adhérerons, nous ne construirons pas le même futur. Martine Libertino, je vous voyais hocher la tête pendant tout le papier de Catherine Erard. Ça vous inspire quoi, ça, ce mythe technologique? Déjà, ce que ça m'inspire, c'est que nous ne faisons que parler des symptômes. Vous voyez, parce qu'en fait, tout ce que vous avez dit est très juste, bien sûr, mais en même temps, nous ne parlons que des symptômes. Et le problème de l'humanité, c'est qu'elle essaye toujours de changer des symptômes parce qu'on découvre ce qui ne va pas, et ensuite on veut supprimer ce qui ne va pas pour mettre quelque chose d'autre à la place. Donc on est dans l'erreur, dans ce sens que la seule chose que nous devons changer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on est trop dans l'imagination? On se construit, je parlais de récit, mais trop dans l'émotif, dans les peurs, etc. Vous parliez de réalisme. Qu'est-ce que c'est cette attitude par rapport justement à ces histoires qu'on se construit qui nous font peur? Le réalisme déjà, c'est prendre conscience de qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Déjà, le fait de s'imaginer qu'un robot peut changer notre vie, pour moi, c'est une aberration. Ça veut dire aussi que l'homme ne s'aime pas assez, que l'homme ne prend pas conscience de ce qui est extraordinaire à l'intérieur de lui, parce que l'homme depuis toujours ne fait que créer de la technologie, donc il crée des objets, mais il ne se rend pas compte que son imagination peut lui servir aussi à se créer lui-même. Donc là où nous faisons une erreur, c'est que nous regardons toujours ce qui est à l'extérieur, ce qui est visible, et nous ne regardons jamais ce qui est à l'intérieur, ce que nous pouvons changer au fond de nous. On se fait pas assez confiance. Ah, c'est pire que ça, c'est que nous ne nous connaissons pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé l'école d'éveil philosophique, parce que pour moi, le travail doit se faire en profondeur. Si on veut changer la société, il faut que nous changions nous-mêmes. Et encore, quand je parle de changer, ce n'est même pas ça. Il faut que nous apprenions à découvrir quel est le fonctionnement de l'être humain. Je dis toujours qu'il faut apprendre notre métier d'homme, parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, depuis toujours? C'est extraordinaire de créer des écoles, de permettre aux enfants de se cultiver. C'est bien tout ça, je ne suis pas contre, mais en même temps, l'être humain ne connaît rien de ce qui se passe à l'intérieur de lui, alors qu'il a deux êtres qui fonctionnent en lui, l'un qui justement est réaliste et qui peut lui apporter des solutions, et l'autre qui le détruit parce que nous avons en nous dès notre naissance des programmations émotionnelles, et vous avez d'ailleurs cité la peur, on peut citer le doute, on peut citer le manque d'amour pour soi, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être compris. Je peux vous dire que on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous.
pour pouvoir se faire souffrir. Oui, mais comment est-ce qu'on fait, Martine Libertino, dans ce monde qui va à une vitesse folle? C'est tarte à la crème de le dire, hein. J'en suis désolé, mais c'est quand même la réalité. Tout s'est accéléré. Alors, je parle pas forcément de traverser l'Atlantique en avion plutôt qu'en bateau, mais le rapport social s'est accéléré. On appelle un ami ou une amie plutôt que d'aller le voir. On envoie un SMS plutôt qu'une lettre. Il y a des côtés où c'est super parce qu'on peut avoir beaucoup plus de contacts avec beaucoup plus d'amis. On a beaucoup plus de rapports sociaux. Mais ce temps qui s'accélère ne nous permet pas ou plus de mieux nous connaître. Oui, mais en même temps, de nouveau, le temps n'y est pour rien, vous voyez, parce que le temps, lui, il est immuable. Ce que vous appelez le temps, moi, c'est ce que j'appelle les choix de vie d'une personne, dans ce sens que personne nous oblige à courir dans tous les sens. Mais comment déconnecter c'est une compensation. Comment est-ce qu'on fait pour déconnecter le gain de temps que permettent les technologies avec l'idée de croissance, l'impératif d'utiliser ce temps de manière productive? Mais il ne faut pas rejeter la croissance. Il ne faut pas rejeter, par exemple, l'ambition. On a toujours l'impression que l'ambition, cela est négatif. Non, c'est pas négatif. Et vouloir réussir, c'est une qualité. Utiliser sa force pour réussir, c'est une très grande qualité. Maintenant, il faut voir dans quel état d'esprit nous travaillons. Moi, je travaille beaucoup sur l'état d'esprit, voyez, parce que, et vous parliez d'ailleurs d'optimisme etc. tout à l'heure, une personne va avoir un état d'esprit positif ou un état d'esprit négatif. Mais ce que j'appelle un état d'esprit négatif, il ne faut pas le confondre avec le fait d'être méchant, ça n'a rien à voir. C'est que si je souffre, si je me fais du mal, si je suis en colère toute la journée, je suis dans un état d'esprit négatif qui m'empêche de me concentrer justement sur la réalité, de me concentrer sur ma capacité de réussir, sur ma capacité de m'aimer, sur les priorités que je dois avoir dans ma vie, que ce soit ma vie à moi, que ce soit celle par exemple de mes enfants, celle de mon entourage. Vous avez parlé d'amis tout à l'heure, mais est-ce qu'il est utile d'avoir 36 000 amis ou est-ce qu'il est important d'avoir quelques amis avec lesquels on peut vraiment partager? Voilà. Pourquoi qu'est-ce qui vous a conduit, il y a longtemps maintenant, à fonder cette école d'éveil philosophique pour les enfants de 6 à 21 ans? C'était en 2006. C'était en 2006. À l'époque, on était à l'âge de la pierre pratiquement en matière de numérique. Il y avait même pas d'iPhone, de smartphone. Et j'ai fait une pétition en 2004 pour que les cours d'éveil philosophique soient introduits officiellement dans les écoles. D'accord. Ouais. Mais alors pourquoi à ce moment-là vous décidez de faire ça pour répondre à quel besoin de ces enfants? Parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé avec les adultes, puisque j'ai créé une formation de médiateur pour les adultes. Je travaille avec les parents, je travaille avec les enseignants, avec les éducateurs, etc. Mais c'est imposé à moi très vite cette notion que si on n'aidait pas les enfants très jeunes à se libérer des programmations émotionnelles que je voyais et que je vois encore chez les adultes, vous vous rendez compte le gain de temps, c'est que je peux souffrir jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, en me disant mais pourquoi j'attire toujours les mêmes situations, pourquoi je souffre toujours des mêmes situations, alors que à partir de 5 ans, un enfant peut apprendre lui-même à voir ce qui se passe à l'intérieur de lui, ce qui lui fait peur, ce qui lui met en colère, et il peut rectifier tout cela, et il peut faire un travail sur lui, et les résultats sont extraordinaires. Donc on gagne des années de souffrance, on gagne des années de colère. Et les résultats se voient aujourd'hui, j'entends, d'une part chez les enfants et d'autre part chez des jeunes qui sont même aujourd'hui déscolarisés, qui ont de gros problèmes dans leur vie, qui, grâce à l'école d'éveil, grâce à un suivi aussi, en faisant des médiations familiales, peuvent vraiment reconsidérer déjà l'image qu'ils ont d'eux-mêmes pour pouvoir voir leur avenir avec plaisir. Vous écoutez La Première, il est 8h47 où pratiquement notre invitée est Martine Libertino ce matin, écrivain, médiatrice pour la paix, fondatrice de l'école d'éveil philosophique, un thème que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il faut mettre plus d'humanité? Est-ce qu'il faut mettre plus de philosophie dans la numérisation de la société? Prendre du recul, même si tout va beaucoup plus vite. Catherine Erard, si le numérique venait au secours de nos démocraties, alors on part de l'aspect personnel pour aller sur l'aspect plus macro, à l'échelle d'un pays, si le numérique venait au secours de nos démocraties en nous aidant à faire des choix plus cohérents avec nos valeurs. Oui, Antoine, est-ce que vous avez toujours l'impression de prendre de bonnes décisions?
Oui, la preuve, je suis là, ici et maintenant avec vous. Donc toutes les décisions précédentes qui m'ont amené ici, maintenant avec vous, forcément, elles étaient bonnes. Mais ce n'était pas le numérique. C'était pas le numérique, c'est vrai. Alors, si on en revient aux votations suisses, évidemment, quand il faut décider, est-ce qu'on a forcément écouté vos bonnes émissions et les autres émissions de la RTS? Est-ce qu'on a bien lu le petit livret que la Confédération nous envoie pour nos bulletins de vote? Eh bien, évidemment, en tout cas, de mon côté, c'est pas toujours le cas. Alors, imaginez un algorithme, appelons-le Alphonse, qui ferait tout cela pour vous, qui connaîtrait parfaitement vos valeurs, vos opinions. Alphonse sait, contrairement à vous, que tel politicien qui parle très bien vient de donner une fausse information, et il vous le dit. Alphonse pourrait vous informer également que telle politicienne qui tient un discours très convaincant sur le développement durable a voté plusieurs fois à l'inverse des idées qu'elle est en train de défendre dans sa campagne actuelle. Ne seriez-vous pas tenté de faire confiance à Alphonse pour la prochaine votation? Après tout, depuis que moi j'ai arrêté de faire confiance à mon sens de l'orientation pour suivre mon GPS, je me perds moins. Est-ce que je ne voterais pas mieux en confiant ma liberté de citoyenne à Alphonse? Technologiquement, il n'y a actuellement aucun obstacle pour créer Alphonse. Platon pourrait ainsi voir son rêve de cité dirigé par un philosophe roi enfin réalisé. Le philosophe roi, ça serait un algorithme plus sage que les hommes. Et ce qui m'effraie le plus dans ce scénario, c'est que je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais progrès. Martine Libertino. Oui. Je pourrais déjà vous poser une question. Est-ce qu'Alphonse va vous rendre heureuse? Parce que vous n'en avez pas parlé de ça. Non, justement, mais on pourrait. Mais peut-être qu'il va m'aider à choisir les politiciens pour qui je vais voter, qui correspondent le mieux à ce que je pense. Tout dépend aussi et qui vont m'aider à faire des choix moins émotionnels. Alors, tout dépend. Alors attention, faut pas confondre des choix émotionnels et des choix tout court, n'est-ce pas? Voilà. Dans ce sens que l'être humain n'est pas simplement une espèce de sac émotionnel qui est incapable de faire autre chose. Moi, je crois en l'être humain. C'est un être extraordinaire avec une intelligence extraordinaire. La preuve, c'est que s'il peut créer tout ça technologiquement, il peut le faire spirituellement. Vous voyez, voilà. Pour moi, le problème est ailleurs. Le problème est dans le manque d'amour de l'être humain pour lui-même. C'est dans sa difficulté à prendre conscience de la valeur qu'il a en tant qu'être humain, dans sa capacité d'échange, etc. Si on reprend l'histoire du numérique, moi je ne suis pas contre le numérique, au contraire, je veux dire tout ce qui peut nous permettre d'évoluer dans tous les domaines et faciliter notre vie est bon. Mais lorsque nous en devenons dépendants, parce que justement nous nous imaginons qu'il va nous permettre d'être heureux, c'est à ce moment-là que nous dépassons la limite. La seule personne qui peut se rendre heureuse, c'est soi-même. En prenant conscience justement de ce que je représente, de ce que j'aime en moi, de quelles sont mes qualités, quelles sont mes difficultés que je vais pouvoir aussi transformer, parce que l'être humain a des difficultés émotionnelles, comme vous l'avez dit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas les supprimer. En revanche, la pub pour cet algorithme Alphonse dirait Alphonse va vous rendre heureux. Parce qu'il y a quand même tout ce message de la part des grands acteurs de la technologie mondiale, de la numérisation mondiale. C'est ce message envoyé par ce monde de la techno. C'est grâce à nous, vous serez plus heureux, vous serez plus efficace, vous serez plus même créatif. Mais ça ne vous rappelle rien ? Dites-moi. Grâce à la politique, nous sommes plus heureux. Grâce à la nouvelle robe qu'on a achetée à la mode, on est plus heureux. Voilà. Ça fait partie de la publicité. Mais est-ce que ça change pas quand on a tous un smartphone dans la poche? Alors, mais parce qu'on vote pas tout le temps, on va pas tout le temps s'acheter une nouvelle robe. Le smartphone, il est tout le temps avec nous. Vous voyez les petites notifications. Je sais pas si vous avez un smartphone d'ailleurs, Martine Libertino. Vous savez, moi j'ai un téléphone portable que j'utilise à titre privé, dont personne ne connaît le numéro. Je suis un peu rétrograde de ce côté-là. Sur les smartphones, il y a ces petites pastilles rouges à chaque notification. Un tel a aimé votre photo, un tel a changé sa photo, bla. Aberration. Voilà. Aberration. Pour moi, ce n'est pas du partage, ce n'est pas du dialogue. Si les êtres humains pensent que nous ne sommes capables que de ça, c'est triste. Voilà. Alors, peut-être que moi, ce que j'aimerais rajouter dans tout ça, c'est que je peux donner mon témoignage quand même. Et mon témoignage, c'est tout mon travail qui me permet de le donner, à savoir que je travaille dans les Caraïbes, que je travaille en Afrique, que je travaille en Suisse. Lorsque justement nous faisons les bilans avec les parents à l'école d'éveil philosophique, vous voyez, tous les parents se plaignent. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous les parents se plaignent que leurs enfants sont tout le temps sur des smartphones, justement. Vous voyez. Donc en fait, on ne peut pas dire que cela rend heureux les gens, puisque justement ils se plaignent. Ils disent que leurs enfants ne travaillent plus à l'école, que leurs enfants sont fatigués parce qu'ils ne dorment pas, etc., etc. Bon. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que lorsque ils commencent à se plaindre, je leur dis mais vous
en tant qu'adulte? Combien de fois par jour êtes-vous sur votre téléphone? Donc vous voulez en fait rendre vos enfants responsables et leur demander d'avoir la responsabilité de pouvoir lâcher leur téléphone alors que vous-même vous ne le faites pas. Ce qui veut dire que nous vivons une dualité dans cette société qui fait qu'on voudrait bien être heureux, on voudrait que les enfants travaillent à l'école, on voudrait que tout le monde se développe harmonieusement, mais en même temps, on continue à fuir sur un objet qui nous permet d'oublier la vie de tous les jours, les problèmes, ce qui se passe à l'intérieur de nous, etc. Parce qu'en fait, il faudrait savoir à quoi ça sert tout ça pour nos problèmes émotionnels. Alors effectivement, la perspective d'aller mieux et puis de plus avoir ses enfants tout le temps scotchés au smartphone est intéressante. Mais très simple. Mais c'est quoi l'outil? Alors l'outil c'est très simple. Je vous écoute. Je le sais moi, mais on a préparé l'émission. Hein, mais dites-le nous alors. C'est très simple, tout simplement parce que ça demande aux parents d'être responsables, de se remettre en question et de se rendre compte qu'effectivement, ce sont des guides pour leurs enfants et que donc ils doivent donner l'exemple et qu'on ne peut pas demander à des enfants de ne pas faire ce que nous faisons. À partir du moment où les parents acceptent, et c'est ce qui se passe en général, c'est que les parents acceptent, je leur demande de rentrer à la maison et de décider ensemble avec leurs enfants, non pas de leur demander d'obéir, mais de décider ensemble qu'allons-nous faire avec ce smartphone et de se rendre compte qu'ils doivent avoir des moments de relation intime, ils doivent avoir des moments de partage, on doit supprimer le téléphone à l'école, on doit supprimer le téléphone à la maison et l'utiliser de manière correcte et pouvoir communiquer ensemble. Et lorsque les parents et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, parce que c'est ça la bonne nouvelle, hein, c'est qu'à partir du moment où les parents acceptent de se remettre en question, les enfants déjà sont tout contents en disant « Ah, enfin quelqu'un qui nous comprend ». Ils vont dans mon sens et ils arrivent à la maison et ils lâchent le téléphone avec les parents. Mais attendez, un petit Genevois aujourd'hui sans smartphone, il est mis au banc de sa classe. Alors venez avec nous à l'école d'éveil, vous verrez. Non mais aujourd'hui ça fait partie d'eux, c'est un prolongement de la main, c'est leur vie sociale. Vous privez, je suis bien placé pour le savoir, vous privez un enfant de son portable, c'est toute sa vie sociale qui s'évanouit. Oui mais là on ne parle pas de privation, on parle de mettre un enfant face à sa responsabilité, face à d'autres possibilités qui vont le rendre heureux. Parce que si vous mettez simplement dans la balance, hein, malgré les apparences, hein, vous proposez à un enfant et à des parents de bien s'entendre, d'avoir de bonnes relations, d'arrêter d'avoir des conflits, de jouer ensemble, de partager des belles choses ensemble, de pouvoir développer une connivence. Je peux vous dire que 99 fois sur 100, tout de suite, ils vont lâcher leur téléphone. Et le but, c'est pas de lâcher le téléphone, de le rejeter. C'est pas ça. C'est toujours trouver un équilibre. C'est qu'il y a des heures pour le téléphone, il y a des heures pour partager. Et n'importe quel enfant et n'importe quel parent le comprennent. Ouais. Voilà, le comprend. Mais Martine Libertino, vous le disiez, vous travaillez sur 3 continents, vous travaillez en RDC, vous travaillez à Haïti et donc à Genève. Les problèmes et à Lausanne. Les problèmes sont les mêmes partout? Mais partout, c'est extraordinaire. Partout. Je peux vous garantir. Service après-vente, je peux vous garantir. D'accord, bon, on vous croit. Ça fonctionne partout. Partout, l'être humain fonctionne de la même manière. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre la culture et le fonctionnement humain. Le fonctionnement humain est le même partout parce que nous avons partout ce que j'appelle un subconscient, c'est-à-dire cette espèce de programmateur d'émotions, et nous avons tout ce que j'appelle une conscience dans ma philosophie, qui est en fait la bonne parole qui est à l'intérieur de moi, qui réalise, qui me montre que voilà, selon la voie que je vais prendre, je vais me faire du mal ou je vais me faire du bien, parce que nous avons des qualités extraordinaires en nous. Et le travail que nous devons faire, c'est de comprendre les qualités que nous avons à l'intérieur de nous, de les accepter et de les utiliser pour créer notre vie et pour nous réaliser dans notre travail, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale. Donc de l'optimisme, donc de la foi dans l'humain. À 100%, à 150%. Je crois en l'être humain. Oui, il est capable. Bon, écoutez, ce sera un très beau message pour méditer pendant tout l'été, pour réfléchir pendant tout l'été. Merci beaucoup, Martine Libertino, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes écrivain, médiatrice pour la paix, fondatrice de l'école d'éveil philosophique. Vous venez de signer Qu'avons-nous fait de mai 68 aux éditions Duchamp. Le sous-titre, c'est Essai optimiste sur la liberté. À bientôt peut-être. À bientôt, merci aussi à vous Catherine Erard. On vous retrouve tout bientôt sur La Première. Au revoir.